Alors, bienvenue tout le monde. Bon après-midi. Voici la sixième activité 2021-22. Darren Coleman, directeur de la crise climatique et des politiques. Ça me fait plaisir d'être celui qui dirige l'événement aujourd'hui. C'est bilingue. Vous pouvez, au bas de l'écran, sur la petite planète, pour avoir accès au français. Alors, Gillian. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre session de l'Université. Encore là, elle répète en français, comme vous voyez l'écran, pour ceux qui ne sont pas au courant, si c'est la première fois qu'ils écoutent, vous pouvez aller au bas de l'écran et cliquer sur l'icône sur la petite planète et indiquer la langue de votre choix. Alors, la présentation va bientôt commencer. Prochaine diapo. Alors, l'Université NF, c'est des webinaires deux fois par mois pour mieux comprendre et plaider pour des solutions politiques en matière. Alors, c'est les deuxième et quatrième jeudis par mois pour s'inscrire. Alors, vous pouvez vérifier ou regarder pour des vidéos des classes qu'il y a eu auparavant. Vous pouvez aller sur NF Université et quelqu'un pourra va mettre le lien dans le chat, dans la conversation. Alors, aujourd'hui, il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à Rachel Smoker, qui fait de la recherche sur les biocarburants. Il va commencer dans une couple de minutes. Alors, si vous utilisez le chat, le discuter, gardez ça au minimum parce que des fois, ça peut être une distraction pour les participants et les présentateurs. Il va y avoir 25 minutes après pour les questions. Il y a une autre quinzaine de minutes pour les discussions informelles. Alors, si vous voyez un problème technique, si vous avez besoin de me contacter ou l'équipe, alors vous pouvez utiliser le chat pour ça. Je veux remercier le personnel et les bénévoles qui font de cet événement possible tous les 2 semaines. Aujourd'hui, Heather Beach, Cathy Coaslander, Mara Shaw font l'appui. Merci à l'interprète Ronald Fournier et on veut offrir cela dans les 2 langues officielles. Encore là, si vous voulez une interprétation pour les prochaines classes, s'il vous plaît, nous informer au moins une semaine auparavant pour qu'on puisse réserver le service d'interprétation. À propos de nous, alors, on est un organisme de membres qui plaide pour la durabilité. On a des membres dans chaque province canadienne, la plupart des territoires, avec une diversité d'élevage et de culture. Si vous n'êtes pas membre encore, on aimerait bien que vous vous joigniez à nous. Si vous êtes fermier, vous pouvez vous joindre comme membre votant. Les non-fermiers, vous pouvez devenir membre associé. Alors, vous pouvez aller au www.nfu.ca/join pour se joindre. Alors, on veut reconnaître au nom de l'UNF, moi, je suis dans le territoire 6, dans le terrain des métiers en Saskatchewan, le 36, les Cris, Saulteaux, Nakota et Dene. Et aujourd'hui, nous avons des gens de travers le Canada, des territoires non cédés traditionnels de plusieurs Premières Nations. Le Canada est un pays de colonisateurs, alors on reconnaît que c'est seulement un début pour la vérité et la réconciliation. Il faut aller plus loin. Alors, si vous pouvez aider dans ce travail-là, bienvenue, ça nous fait plaisir. Alors, les journées UNF, pour en parler un peu, alors, on veut souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. On fait ça à chaque jour de l'année, mais pendant quelques semaines, on a une réduction. Alors, les journées UNF, c'est notre période de recrutement. Alors, l'escompte jusqu'à la fin du mois, en fait, de 50 l'escompte
pour tous les nouveaux membres, c'est un rabais de 50 et ça va durer jusqu'à la fin du mois de février. Alors, invitez les amis, la famille à se joindre comme membres associés si vous n'êtes pas fermier. Alors, aujourd'hui, alors notre présentatrice va parler pendant 50 minutes. Il y aura 25 minutes pour les questions, foire aux questions. Et ensuite, il y aura le Zoom va rester ouvert pour des discussions informelles sans traduction, mais entre les gens. Ça va être enregistré et disponible sur le canal YouTube. Alors, les enregistrements sont en marche et maintenant pour la session d'aujourd'hui. Notre présentatrice, Rachel Smolker. Dr. Smolker est co-directrice de Biofuel Watch. Elle fait de la recherche sur les impacts négatifs des biocarburants, les impacts sur le climat, et alors les activités communautaires jusqu'aux conventions des Nations Unies sur la biodiversité. Alors, elle donne des perspectives intéressantes à propos des émissions négatives là, qui viennent de la technologie, géoingénierie, biotechnologie, bioénergie. Alors, elle a un doctorat en biologie-écologie de l'Université du Michigan et elle vit maintenant au Vermont. Alors, à vous, Dr. Smolker. Il devrait partager son écran d'ici peu. All right. Can you see Alors, vous pouvez voir l'écran, la première diapo? Oui, on peut. Merci, très bien. Alors, merci beaucoup de me donner l'opportunité d'aborder ce sujet-là. Je suis très honoré de faire ça et remercie à tous les auditeurs d'être là qui sont venus. Là, on voit qu'il y en a au-dessus d'une soixantaine maintenant. Merci d'être ici. Alors, ma présentation sur les biocarburants, une distraction désastreuse et sale. On veut tirer profit des leçons du passé. Et une bonne partie de ce travail-là, je veux reconnaître mes contributeurs, M. Bernstein, co-directeur, et beaucoup de ce que je vais dire, ces perspectives n'auraient pas été possibles sans elle. Alors, je vais passer à travers, j'ai beaucoup de, il n'y a pas besoin de lire le tout, là. Hop, le son vient de couper. Alors, les diapos seront disponibles. Donc, il y a plusieurs politiques à travers le monde, plusieurs États, ici aux États-Unis, le Canada aussi, sur les biocarburants. En Europe aussi. Alors, en Chine, l'Indonésie et à travers le monde. Alors, les gens posent des questions de base. Est-ce que ça cause la faim? Est-ce que ça réduit vraiment les émissions de gaz à effet de serre? Comment ça impacte l'utilisation des terres? Est-ce que ça se fait aux dépens de la biodiversité? Est-ce que ça utilise plus d'engrais, de produits chimiques, d'eau? Quel est le rôle de la biotechnologie? Est-ce que ça nous aide à réduire les combustibles fossiles de l'indépendance énergétique? Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, il y a une longue histoire d'opposition à la bioénergie à grande échelle. Je suis impliqué là-dedans depuis dès le début, quand l'Union européenne, les États-Unis, ils parlaient du terme agrocarburant pour différer le bio qui est une implication pour la vie. Alors, pour passer à travers ça rapidement, voici ce qui s'est passé avec les normes aux États-Unis. La barre bleue, c'était le mandat et le bleu foncé. Et le bleu pâle, c'était contribuer le maïs. Et en bas, qui venait de la cellulose, qui était censée produire la moitié du total
En fait, c'est non existant. Vous voyez, il y en a très peu. Alors, la crise, le maïs a été le gagnant dans ce système-là. Les impacts de cette grosse nouvelle demande pour le maïs ont fait un ricochet à travers le monde, autour du monde, et c'est devenu clair en 2008 quand on a vu une crise alimentaire avec ce qui se passait aux États-Unis. On voit ici le président de la Banque mondiale, les aviseurs, les conseillers des Nations unies, de l'IMF, la Banque mondiale, qui demandaient d'enlever ces mandats-là pour les biocarburants à cause de l'impact sur la nourriture. Et le maïs et le soya sont très importants dans la production alimentaire sur laquelle on dépend. Alors, quand une augmentation de 40% est envoyée à l'éthanol au lieu de la nourriture et les implications pour les terres et l'eau, ça a donc un grand effet dans la production, le système de production et de distribution des aliments. Alors, quand ça va de la nourriture à l'alimentation, donc il y a trois réactions possibles. Tu peux augmenter les terres d'agriculture en forêt et prairies ou augmenter les rendements ou manger moins. Alors, ça impacte les familles. Donc, on a vu des émeutes sur les rues en 2008 et aussi un impact sur les prix de la nourriture. Au fur et à mesure qu'on enlève biocarburants, il y a d'autres facteurs qui contribuent. Alors, les prix plus élevés, plus de demandes pour la viande et les produits laitiers, croissance de la population, spéculation sur les denrées. Alors, voici une collection de différents rapports sur les impacts et je vais passer là-dessus. Vous voyez l'organisation GRAIN qui a commencé. Vous voyez ce qui se passait en matière d'accaparement des terres pour les biocarburants et il démontrait 293 cas avec un total de 17 millions d'hectares pour les biocarburants. Ça a été acheté pour spéculer à cause de la prétention au niveau des biocarburants. Alors, ils ont commencé à acheter des terres, supposant qu'ils allaient devenir riches en produisant du stock pour les biocarburants. Cela a impacté les gens autour du monde, surtout les fermiers, là où les droits aux terres n'étaient pas consolidés et fiables. Présentement, on travaille à Papua qui ont des problèmes avec le gouvernement de l'Indonésie pour l'occupation et aussi les politiques d'installer des grandes propriétés, couper le bois, qui est très important, puis ensuite planter pour de l'huile de palme. Pour le jatropha, ça, c'était très vaste, beaucoup d'accaparement des terres autour du monde suite à la spéculation. Alors, tous les biocarburants qu'on pourra en retirer. Mais en fait, il n'y a pas de biocarburant du jatropha et tous les dommages qui ont été causés seulement à cause de la spéculation. Ici, on voit l'empreinte pour différents types de production d'énergie. Ici, vous voyez du soja pour le biodiesel, ensuite l'électricité, de la biomasse, surtout du bois, l'éthanol, la cellulose. Ici, c'est que comparé aux combustibles fossiles ou d'autres énergies, le problème avec le biocarburant, c'est que ça prend beaucoup d'énergie pour produire des cultures et récolter des cultures pour en faire du biocarburant. Alors, à qui la terre, où et pour quelles raisons? Alors, ici, c'est pour un document qu'on a fait avec d'autres groupes en 2008 pour la question des terres marginalisées. On prétendait beaucoup
combien de terres étaient disponibles autour du monde qui pourraient être utilisées pour des cultures de bioénergie. Alors, vous vous rappelez, ça incluait tout un gros morceau de la tarte qui serait couvert, la tarte énergétique qui serait couverte par les biocarburants. En général, ça n'existe pas. Ce sont des terres qui sont pastorales, alors qui sont cruciales pour la biodiversité. Alors, ici, je vais changer. Parce qu'ils font des prétentions très fausses. C'est étonnant. Les impacts en matière de biodiversité, d'accaparement des terres. Mais ici, je veux parler de certaines des leçons qu'on a tirées à propos de ces mensonges-là, des mensonges par les compagnies. C'est vraiment renversant. Les gens ne comprennent pas bien comment étonnants sont ces mensonges-là. Alors, il y a des technologies qui n'existent pas ou qui ont été démontrées comme étant fausses. Alors, réduction des gaz à effet de serre, capacité des installations est exagérée. Certaines disent qu'on utilise seulement de l'air frais et du carbone. Alors, des mensonges comme ça, honnêtement, les prétentions sont basées sur des absurdités. Une rhétorique absurde. Changer le COD d'un problème à un atout pour réduire le déchet. Mais c'est quoi les déchets? Et aussi capter le carbone ou être carbone négatif. Est-ce que de meilleurs biocarburants s'en viennent vraiment d'ici peu? Avec l'éthanol du maïs et la norme et le manque de biocarburants cellulosiques, on a déjà dit pendant longtemps que les problèmes avec l'éthanol et l'alimentation, ça allait disparaître parce qu'on aurait de meilleurs biocarburants, moins d'émissions. Ce ne serait pas fait avec des cultures de nourriture, qu'il y aurait d'autres graminées, des résistants de récolte, et que ça ne ferait pas compétition pour la production alimentaire, comme l'avait été le cas avec l'éthanol du maïs. Alors, on pensait que on nous disait que c'était un carburant de transition. Alors, on a creusé un peu plus pour examiner la technologie. L'éthanol cellulosique produit du biocarburant, du bois, des restants agricoles. Alors, ça prend des microbes, des enzymes pour fermenter qui sont dans le matériel ligneux. Ces sucres-là sont difficiles à obtenir. Donc, on a vu beaucoup de l'industrie biotechnologique qui voulait faire des microbes du génie génétique pour avoir accès à ces sucres-là. Et d'autres qui peuvent fermenter ces sucres-là. Alors, fermenter n'est pas aussi facile qu'on pensait que ça l'était. Alors, pour faire de l'éthanol cellulosique, un autre, la gasification, et qui produit aussi une gasoline synthétique, et ensuite en faire un carburant avec un processus qui s'appelle Fischer-Tropsch, et aussi la pyrolyse fait de la bio-huile. Alors, la question, après tout ça, c'est est-ce que c'est vraiment possible technologiquement? Essentiellement, ça ne s'est pas produit avec les normes sur les biocarburants renouvelables. Quelques années passées, il y avait beaucoup de fanfares sur l'ouverture de quelques usines aux États-Unis. Il y en a
il y avait le Poet Project Liberty, une autre par Dupont et l'autre par Abengoa. Et ils allaient produire des biocarburants de résidus agricoles. Alors, ça, c'est le titre d'un rapport. Alors, c'est un chemin qui n'a pas d'issue, un cul-de-sac. Le projet Liberté, gros, fanfare, le roi de la Hollande est venu là, le secrétaire de l'Agriculture était là. Il disait qu'on ne pouvait pas le faire, mais on l'a fait. On a fait beaucoup de choses. C'était un moment historique. Le changement, c'était une page importante dans notre histoire. Alors, cela a ouvert en 2014, fermé en 2019, et ça a coûté 275 millions de dollars, surtout des fonds publics. Aussi à Bengoa. Et maintenant, il n'y a pas d'éthanol cellulosique en dépit d'avoir dépensé des milliards de dollars sur le développement de la technologie pour ceci. Pour la gasification, Fischer-Tropsch, alors technique de pyrolyse, encore là, c'est de grandes prétentions. Bon, ça revient à travers l'histoire. Alors, haute température, haute pression pour décomposer les composantes de la biomasse pour créer de l'huile ou du gaz. Des compagnies comme Velocis, Enerchem ici au Canada, Fulcrum ont fait des grandes prétentions qui allaient faire des biocarburants avec le processus de gasification et de pyrolyse, avec les déchets du bois. Essentiellement, il n'y a rien de ça qui a fonctionné. C'est très difficile avec la pyrolyse. Ça fait du bitume, toutes sortes de choses. Plusieurs installations essayées et ont manqué, ont fait échec, même au niveau de projets pilotes. Alors, c'est drôle quand les gens nous disent, ils disent, une installation qui a été proposée dans leur région et qui a telle ou telle technologie, on le dit, faites-vous-en pas, l'utilisation des terres, parce qu'en fait, ça ne fonctionnera pas. Ils ne pourront pas maîtriser la technologie de toute manière et ils ne feront pas de biocarburant. C'est seulement très peu probable que ça sera, mais ça revient toujours et toujours sur la table. Un autre, il y a quelques jours, qui est un processus de gasification pour faire des biocarburants des déchets. Et le problème des déchets est incroyable. Le plastique, les égouts municipaux et tout cela. Alors, les gens veulent trouver des façons de faire des choses avec ça. Mais en fait, l'énergie, c'est sûr que ça intéresse les gens. Même la EPA pense que ce serait possible, mais ça ne fonctionne pas. Voici à Red Rock une installation, je l'ai mentionné, parce que c'est seulement un de plusieurs exemples qu'on suit depuis quelques années. Et c'est vraiment incroyable. C'est à Lakeview, en Oregon. Il parlait de faire des biocarburants à partir du bois, récolté dans le 25 000, radius de 25 km. C'est difficile à transporter. Les gens étaient préoccupés par cela, les émissions atmosphériques. On s'est battu pendant 25 ans. Et ça fait 25 ans qu'ils essaient de mettre ça sur pied. 350 millions de dollars au moins. Le ministère de la Défense pour la loi sur l'approvisionnement par le militaire. Alors, la technologie était fournie par Velocis, mais ça a été essayé en différents endroits et ça a fait échec. Et pourtant, les politiques, les subventions continuent à rentrer dans ce projet échu et qui a fait échec.
Et ça a été démontré que ça ne marche pas plusieurs fois. Il y a des compagnies qui ont fait banqueroute à utiliser la technologie. Alors, voici un autre rapport qu'on a fait sur les microalgues comme biocarburant. On peut en faire. Donc, le problème avec cela, c'est qu'il n'y a pas de production commerciale de biocarburant en dépit des milliards de dollars investis. 50, 60 ans qu'ils essaient de faire ça. Il y a des obstacles majeurs. Ça a à faire avec la photosynthèse. Et l'industrie biotech est très impliquée dans le génie des microalgues qui serait plus convenable pour développer des biocarburants. Et c'est perturbant parce que les caractéristiques qu'ils vont développer, haute productivité, résistance aux conditions difficiles et autres caractéristiques qui font que c'est préoccupant parce que si ces microalgues bio-ingénierie pour avoir un avantage compétitif sur les algues qui existent déjà dans la nature. Et parce que les floraisons, les effloraisons d'algues sont... Et il n'y en a pas qui sont produits. La plupart des compagnies qui ont essayé ont fini par produire des projets à créneaux, comme des crèmes pour les rides et des lubrifiants pour la fracturation pour envoyer au bout des drills. Alors, dans l'ensemble, très mauvaise gestion des fonds publics par le ministère de l'Agriculture, le département de la Défense, etc. aux États-Unis. Alors, beaucoup d'argent qui est investi dans la recherche et le développement de technologies qui ont déjà eu de chance d'être éprouvées, mais ça ne fonctionne pas encore. Alors, une couple d'exemples, Range Fuel allait faire des biocarburants à partir du bois. Je pense que c'est à cause de la pyrolyse Kior. Ça, c'était vraiment une fraude dans l'État du Mississippi. Il allait faire une pyrolyse, utiliser du bois en pyrolyse, faire du biocarburant. Mascoma est un autre cas intéressant. Ils étaient menés par un universitaire d'un collège près de moi qui allait faire des découvertes des technologies synthétiques, de biologie synthétique, pour faire une bioraffinerie, avoir accès au sucre et raffiner le tout. Là, le son est en train de couper. Alors, améliorer la technologie. Je ne peux pas me rappeler combien d'argent qui a été mis là-dedans. Dans Mascoma, ils ont fait un projet pilote. Ils ont ensuite proposé à plusieurs autres raffineries 200-300 millions de dollars de financement des États et aussi du Canada. Et ils n'ont jamais bâti une raffinerie. En fait, ils n'ont même pas mis une brique. Ils n'ont jamais rien produit. Le collège a bénéficié, bien sûr, du financement, bien sûr. Alors, je vais aller parler de la bioénergie, de la séquestration, du captage. On voit donc plusieurs démarrages. Il y en a qui sont là depuis longtemps, les compagnies de biocarburants qui parlent d'être carbone négatif, qui vont ils vont enfouir les productions des émissions sous terre et leur transformation, ça va devenir carbone négatif. Donc, on va même dire qu'il va y avoir net zéro, faire des carburants qui vont réduire le CO2 dans l'atmosphère. Alors, ça, c'est un gros mensonge pour aller chercher plus de financement, etc.
Donc, la bioénergie avec carbon capture, le BEC, ça, c'est une technologie qui n'existe pas. Il n'y a aucune question que le captage de carbone peuvent réduire le réchauffement global. Tu peux pas prouver que ça existe plus que le fait que tu aurais des extraterrestres qui viendraient sucer le CO2 de l'atmosphère. Alors, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de travail des sous-groupes là, sur le rôle de la bioénergie et sur le captage du carbone. On parlait de charbon propre depuis une cinquantaine d'années, mais parce que ça a fait échec. Et maintenant, il y a des installations qui ont très peu réussi à capter et capter et séquestrer du carbone. Alors, faire ceci avec la bioénergie sera encore plus difficile qu'avec le charbon direct à cause d'un mélange des gaz émanants. Ça prendra encore plus de bioénergie d'énergie pour transformer ça. Alors, ce serait un autre fardeau. Ça prendrait donc 30% plus d'énergie pour faire une énergie moins. Alors, c'est un départ nul. Mais ça n'empêche pas la rhétorique de continuer. Je voulais parler de certains des vrais problèmes. Maintenant que je vous ai parlé des mensonges, alors les tendances futures, une des choses qui se passe maintenant, c'est la poussée de l'industrie de l'aviation. Je vois que le Canada a aussi un défi Sky is the limit. Notre président Biden a demandé pour des biocarburants pour l'aviation. CORSIA, ça, c'est l'Organisation civile aéronautique internationale. Alors, ils ont un plan. Alors, ils veulent développer un stratagème pour avoir des carburants de l'aviation. Ils veulent réduire les émissions et aussi, à moins d'avoir des avions électriques ou de vraiment améliorer les avions, la seule façon de faire ça, c'est d'avoir des carburants aéronautiques durables. Alors, ils se garochent là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme pour essayer de satisfaire ce qui serait un montant astronomique de demande pour des carburants aéronautiques. La seule façon qu'on a maintenant pour produire les biocarburants d'un calibre nécessaire pour les avions, ce n'est pas comme les autos, c'est ce qu'on appelle ça HEFA, Hydro-Treated Vegetable Oil. Alors, de l'huile végétale hydrotraitée. Alors, un rapport a été produit, Chris Malin, alors on dit de l'huile animale, végétale ou minérale. Je vous recommande d'en faire la lecture pour ce type de carburant-là. Ça dit que si tous les plans annoncés, c'est seulement aux États-Unis, si c'était fructueux, la production du diesel renouvelable augmentait d'ici 2024 jusqu'à 2 milliards de gallons, jusqu'à 5 milliards de gallons par année. Alors, donc, ça créerait 17 millions de tonnes métriques de demande pour de l'huile à produire de légumes. C'est tant et tellement que c'est considéré peu probable que ça pourra se réaliser. Alors, les gros acteurs là-dedans, dans le HVO de Nestlé, le leader mondial dans cette technologie-là, ils ont des installations à Singapour et dans la région de l'Indonésie, là où surtout de l'huile de palme. Nestlé, on sait qu'ils vont prendre certaines des huiles d'huile de palme suite à la déforestation. Ils ont déboisé des grandes sections de forêt. Alors, l'huile de palme,
c'est dévastateur pour l'ensemble de la région de l'Indonésie. Et je veux mentionner aussi que crude palm oil, CPO, et alors le distillé d'acide de gras de palme. Alors, ils disent que c'est un déchet, mais ce n'est pas un déchet. C'est utilisé pour différentes utilisations, tout comme l'huile de palme. Je vais annoncer des plans pour de grandes installations à Singapour et à Rotterdam. Il y a aussi Meriton et Phillips 66 sont en train de faire des conversions de raffineries en Californie. Je suis au Vermont, mais mon collègue est en Californie et il m'informe de ce qui se passe là avec les raffineries de pétrole. Ils sont en train de convertir leur processus pour traiter les huiles hydrotraitées. Alors, il y a certains avantages. Il y a déjà des installations pour produire beaucoup d'hydrogène qui est nécessaire pour faire ça. Le Canada a aussi de gros plans pour du diesel renouvelable qui est utilisé là. Alors, d'aller de zéro production présentement à 81 jusqu'à 320 millions de litres en 4 ans. Alors, pour revenir en Californie, Meriton et Phillips 66, voici, ça vient d'un rapport, comment on peut essayer de figurer, juste pour vous expliquer, c'est qu'on veut montrer que la production du diesel renouvelable, la petite pointe de tarte en bas à droite, là, c'est que ça fait partie de qu'est-ce qui a augmenté, en fait, les distillates de pétrole. Donc, le plus ils en ont produit, le plus ils ont exporté de pétrole, du diesel de pétrole. Alors, ça ne remplace pas du tout, ça ajoute. Et c'est pour ça qu'on appelait ça jeter du biocarburant sur le feu. Alors, les gens posent souvent la question, est-ce que ça réduit les émissions? Et la réponse, c'est non. Pas quand on fait une bonne comptabilisation de la chose. Alors, voici quelque chose, je vais aller chercher. C'est une analyse du cycle de vie que j'ai pris sur Internet. Plusieurs en ont fait. On peut voir différents parcours là, pour le maïs, l'éthanol, nourriture, etc., soja, canola. Alors, qu'est-ce qui est impliqué dans ces analyses de cycle de vie? Ça dépend quoi et qu'est-ce qu'on va compter et qui fait le comptage. Les gens voient ça. Ça peut être bon ou pas si bon. Alors, ça vient d'une étude qui a été publiée en 2020, c'était un examen de la littérature. Vous pouvez aller trouver de la littérature, différentes analyses, mais c'était utile parce que c'était une révision de la littérature. Et ce que ça disait, c'est que les résultats de ces études-là étaient situationnels, dépendaient de plusieurs facteurs, y compris le type d'alimentation, des routes de production, varier les données. En appui de ceci, s'il n'y a pas de changement au niveau d'utilisation des terres, les biocarburants peuvent peut-être au début avoir moins d'émissions de GES, mais les réductions, c'est surtout insuffisant pour répondre à la directive sur l'énergie renouvelable de l'Europe. Alors, s'il n'y a pas de changement d'utilisation des terres, ça peut être assez bien, mais ça ne respecte pas les normes de l'Union européenne. Mais ceux de deuxième génération, il y a, en autant qu'il n'y a pas de changement d'utilisation des terres, là, c'est peut-être possible. C'est ça leur conclusion. Les épargnes en matière d'émissions des GES
ne sont pas respectés. Et alors, ça se fait au dépend de d'autres impacts, l'acidification, l'utilisation de l'eau, l'eutrophisation, la biodiversité, etc. Alors, ça ne va pas vraiment répondre aux exigences de l'Union européenne. Et aussi, ce qui m'a choqué quand j'ai lu ça, c'est qu'ils avaient omis le changement d'utilisation des terres. Depuis des années, on débattait ça, cet aspect-là des impacts des biocarburants. Ça vient d'une étude commanditée par la Commission européenne pour voir les impacts des changements d'utilisation des terres. On peut regarder un peu ignorer ce qu'il y a à droite, là, mais à gauche, vous voyez la grande barre qu'il y a là. Ça, c'est l'anticipation des émissions de gaz à effet de serre qui venaient des biocarburants. La deuxième plus haute barre, ça, c'est le soja. La troisième, c'est canola et aussi l'huile de tournesol. À Cherbourg de l'huile de palme. Alors, donc, gros changement d'utilisation des terres. Et qu'est-ce que c'est? Alors, tu peux avoir un changement direct et indirect. Quand tu laboures un champ et tu vas planter peut-être qu'un champ qui est avant l'agriculture auparavant et tu mets du maïs ou autre chose, ça, c'est direct. Indirect, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'utilisation qui est en place ne peut plus être faite. Donc, les huiles de légumes végétales, si j'utilise pour d'autres raisons, que ce soit la cuisson ou quoi que ce soit, il faut que ça y aille ailleurs pour trouver ces huiles-là, parce que ça a été déplacé par les biocarburants. Donc, ça, c'est un changement indirect. Et ça, c'est massif quand on parle de grandes superficies et de si grande quantité de produits. Et ce qui est troublant, spécifiquement avec les marchés d'huile végétale, ces marchés-là sont tous interreliés. Alors, changement indirect des terres, ça va avoir un effet sur les marchés d'huile végétale. Ici, on voit une grosse augmentation des huiles végétales à l'échelle mondiale. Bleu à gauche, c'est l'huile de palme. Ensuite, vert, c'est soja et différentes autres huiles en bas. Le canola, le maïs, tournesol. Donc, de grosses croissances dans la production d'huile végétale au cours des dernières vingtaine d'années, même remontant jusqu'à 50 ans. Alors, à droite, on voit que les prix pour tous ces différentes huiles, alors, ils montent et ils redescendent de concert l'un avec l'autre à cause du fait qu'ils sont liés dans leur demande. Donc, quand il y a moins d'huile de soja disponible pour cette, on va aller acheter de l'huile de palme. Ça a tendance à être la moins dispendieuse comme huile végétale en général quand la demande est changée. C'est l'huile de palme qui impacte les terres à cause de la demande pour plus de terres parce que c'est moins dispendieux. Alors, plus de demande pour l'huile de canola, soja, ça pousse donc l'expansion de la production de l'huile de palme. Alors, selon la variation des prix, alors ça va changer. Ça peut être des États-Unis, de l'Union européenne. Et voici juste l'expansion au niveau de l'huile de soja.
Alors, l'expansion du soja a augmenté dramatiquement au cours des dernières années. C'est utilisé pour l'huile végétale hydrotraitée, le biodiesel, surtout ici aux États-Unis. Alors, une augmentation de 95 millions d'hectares en superficie de 70, un montant équivalent de terres arables au Brésil et en Argentine. Je suis allé voir sur place. D'autres ont vu l'effet de qu'est-ce que ça a eu sur le paysage. C'est vraiment perturbant. On estime que 40% de la déforestation tropicale est pour le soja et le canola. 10 minutes qui restent. Alors, l'expansion de l'huile de palme, c'est un désastre social et écologique. On a entendu parler comment cela a affecté et tué beaucoup d'orangs-outans. J'ai déjà travaillé là-dedans et c'est ça qui m'a amené à travailler sur les biocarburants, les incendies de brûler. Alors, c'est une grosse source de pollution, de gaz à effet de serre. Alors, quand ce qu'on dit de l'utilisation du déchet, alors, les huiles déchets sont déjà vraiment utilisées. Les utilisateurs vont trouver d'autres sortes d'huile, peut-être l'huile de palme. C'est un montant limité. Il y a eu de la fraude. Ils ont utilisé des huiles. On disait que c'était pour l'huile de friture, mais on trouvait que ce n'était pas. Il y a des incitatifs, en fait, pour utiliser de l'huile de friture au lieu de l'huile de palme. Alors, les déchets forestiers, qu'est-ce qu'on définit? Qu'est-ce qui est déjà fait? Alors, je vais passer les déchets municipaux. Donc, il y a beaucoup de problèmes. La définition de ce qu'est le déchet, les impacts quand il faut envoyer ailleurs. Est-ce que ça peut nous donner une sécurité énergétique? Projet Liberty, ça, c'était une grosse partie du projet. C'est évidemment pas. On voit les sources pour 2020 pour les États-Unis. En fait, c'est plus alarmant. Je n'avais pas les chiffres les plus récents, mais alors, énergie renouvelable, peut-être 12% de la consommation primaire d'énergie, mais ce n'est pas beaucoup. Et pour augmenter cela, pour combler pour le reste, pétrole, gaz naturel, nucléaire, ce n'est pas réaliste. Ça peut peut-être amener vers la sécurité énergétique, peut-être un peu, mais j'aimerais montrer que dans le 12%, il y a presque ces biocarburants et biomasse. Le son a coupé un peu. Ça n'a pas arrêté le militaire des États-Unis de faire beaucoup de fanfares. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils appelaient ça, la grosse affaire verte, où ils ont fait des exercices militaires en utilisant des biocarburants. Alors, ça dépense, ça gaspille du temps et de l'argent qui sont essentiels. Alors, on voit que les subventions ont augmenté en 2010, c'était d'environ 22 milliards. On est rendu à 67 milliards par année et 1,4 billions pour nous en français de 2011-2035. Alors, c'est seulement pour 3% d'énergie nécessaire pour le transport. Je veux mentionner le rôle de la biotechnologie et l'industrie de la biotechnologie est centrale dans certaines des technologies pour la microalgues, les algues, alors les cultures génétiques, soja, maïs aussi, développer même des arbres modifiés génétiquement. Les algues, encore là, les microbes de différents types,
sans encore là oublier les arbres de pousser plus vite, de faire plus de biomasse et se désagréger plus facilement au niveau de la cellulose pour la production de biocarburants. Ces nouvelles technologies-là, donc, alors, ça a été mentionné par la présentation dans la présentation de Ricardo il y a une couple de semaines, et cela va tout simplement accélérer les avancements, mais avec moins en moins de supervision, de surveillance. Et ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est surtout des biocarburants liquides, mais il faut comprendre que c'est seulement une petite partie du grand portrait. Toutes ces zones de terre, alors les huiles végétales et tout cela, c'est seulement une petite partie du grand portrait d'une bioéconomie. On dit souvent qu'on va faire de l'électricité en brûlant du bois, qu'on ferait des biocarburants pour nos autos, des plastiques à partir de la biomasse, des bioproduits de toutes sortes. On fait des tissus, du maïs et d'autres cultures avec beaucoup d'emplois. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait pour, on veut, ça va prendre plusieurs planètes et c'est pas simplement pas réaliste de faire ça. Alors, alors brûler ceux de fossiles ou ceux de la biosphère vivante et avec les tendances au niveau de la consommation qu'on est habitué, ce ne sera pas viable. Alors, il y a des choses qui bloquent cela. Alors, on pense à la petite couche de la biosphère qui est très belle, délicate, très petite. C'est comme un petit film qui fait le tour de la planète. Et c'est ça notre système de soutien de la vie. Et on peut seulement en prendre tant et de fabriquer d'autres matériels avec ça sans affecter les systèmes vitaux pour notre survie. Alors, la poussée pour les biocarburants, c'est une des pires menaces auxquelles on fait face présentement. C'est un des gros impacts sur... Et ça a été présenté comme une solution au changement climatique. Pendant des années, on était dans une mauvaise position de poser des solutions au changement climatique, mais ce n'est pas toutes les solutions qui sont de vraies solutions. Certaines solutions sont de fausses solutions. Et bien sûr que la biosphère, de cette façon-là, est une mauvaise solution. Merci. Alors, merci, Dr. Smoker, pour l'excellente présentation. C'est fantastique